Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième atelier en ligne de la série des parents protecteurs. Donc, je suis Maria Maba, la coordinatrice du réseau des stratégies concertées et responsable des community voice ou relais communautaires. Et je suis la modératrice des ateliers en ligne des stratégies concertées. Donc, euh, nous allons démarrer. Voilà, donc pour aujourd'hui, le sujet que nous allons développer, c'est de savoir quel est l'impact des stratégies concertées, pardon, des stratégies de protection utilisées par les parents protecteurs. Et on va voir s'il y a des conséquences par rapport à ces différentes stratégies dans la vie des parents protecteurs, mais aussi dans leur démarche administrative, des fois, quel impact par rapport à ces stratégies. Donc, c'est le troisième atelier et je vais rappeler les consignes pour que tout se passe bien. Veuillez, s'il vous plaît, couper votre micro pendant les interventions. Il y aura un temps d'échange vers la fin de l'atelier euh, pour nous permettre de savoir qui nous sommes, de se renommer, mettre ne serait-ce que le nom de l'institution. Euh, et savoir que les ateliers sont enregistrés et disponibles sur le site des stratégies concertées, possibilité de revoir. Vous pouvez, si vous ne voulez pas vous afficher, de garder votre caméra fermée. Et pendant les interventions avec les participants et participantes, c'est de lever la main avec, en, d'en réagir, comme ça on voit votre main levée, ça nous permet de savoir qui a levé sa main en première ou en premier. Et sinon, vous pouvez poser vos questions, vos commentaires dans le chat. Voilà. Alors, pour commencer, comme toujours, nous allons faire une petite note introductive sur les réseaux de stratégies concertées pour savoir qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est le réseau englobe des acteurs et des actrices belges provenant des secteurs divers concernés par les mutilations génitales féminines. Donc, vraiment que dans leur public, ils ont des personnes concernées par les MGF, le réseau est né en 2008 à Bruxelles et suivi de la région wallonne en 2019. Et on espère bientôt avoir le réseau du côté flamand. Donc, le constat de départ, c'était vraiment un besoin de coordination pour les acteurs et actrices de terrain qui menaient les actions sur les MGF parce qu'on se rendit compte, euh, plus nous sommes ensemble, plus nous allons loin dans l'accompagnement, mais aussi dans la compréhension de la problématique. Donc, l'objectif du réseau, c'est d'améliorer la coordination et la qualité de nos interventions en région wallonne et en région bruxelloise, et enfin, reconnaître les interventions par les instances politiques et administratives de nos actions, mais aussi de nos activités. Donc, si vous n'êtes pas encore membre du réseau, il y a 5 bonnes raisons de devenir membre de stratégie concertée. La première, c'est se former sur les MGF, savoir comment mieux orienter et accompagner les femmes concernées par les MGF, rester informé avec la newsletter des stratégies concertées, être au courant des activités du réseau et des partenaires, des formations, des nouveaux outils ou des nouvelles recherches. Euh, et puis communiquer également sur vos activités autour des MGF, de vos expériences et de vos ressources. Donc, partager les bonnes pratiques, connaître également les acteurs et actrices travaillant sur le secteur, sur la thématique des MGF en région wallonne et en région bruxelloise. Et enfin, faire connaître la démarche de votre structure.
Je laisse le QR code pour une minute ou deux pour vous laisser le temps, si vous le souhaitez, rejoindre ou aller sur la page web et renseigner les informations plus tard. Ou n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail si jamais vous avez des difficultés à y aller. Je peux vous envoyer directement le formulaire, donc via mail, soit mon adresse mail mariama@gams ou le mail de stratégie concertée @gmail.com. Bien. Alors pour cette année, comme vous le savez, chaque année, nous prenons toute une thématique pour le développer. Cette année, nous avons mis notre accent sur les parents protecteurs parce que pour nous, c'était important aussi de valoriser les personnes qui ont pris le risque de couper les liens ou de partir ou de faire face à la société en refusant, en s'opposant à l'excision de leur fille. Et pour cela, nous avons prévu 5 ateliers durant toute l'année, dont le premier atelier a eu le 18 février 2025 pour essayer de répondre à la question de comment valoriser les parents protecteurs et de comprendre les conflits auxquels ils et elles sont confrontés. Donc, voilà. Donc, l'idée de ces webinaires, c'est de développer un espace d'échange pour croiser les regards et renforcer les stratégies de protection. Ceci s'adresse aux acteurs et actrices de terrain, au grand public, ainsi qu'aux personnes issues des communautés concernées, afin d'enrichir les approches, de mieux accompagner les parents qui s'engagent dans cette protection de leurs filles. L'objectif du cycle parents protecteurs alliés dans la protection de l'enfant, c'est d'identifier les parents protecteurs et comprendre les défis qu'ils qu'ils rencontrent au sein de leur famille face aux services externes et à la justice. Valoriser et renforcer les stratégies de protection des mises en place par les parents, sensibiliser les services externes aux leviers à activer pour mieux soutenir les familles, encourager une collaboration renforcée entre les parents et professionnels pour une protection efficace et concertée. Le format se veut un format dynamique et interactif. Ce cycle de webinaire est conçu pour favoriser les échanges riches, constructifs entre les participants et participantes grâce à des panels de discussion animés et au partage d'expériences variées. Nous visons à identifier les solutions concrètes pour soutenir les parents protecteurs dans leur rôle essentiel. Dans leur rôle essentiel. De plus, des outils pratiques seront présentés pour renforcer les compétences tant des parents protecteurs que les professionnels de terrain. Les ressources visent à fournir des stratégies efficaces et applicables, permettant à chacun d'agir de manière informée et proactive contre les mutilations génitales féminines. Donc, ne manquons pas cette opportunité d'apprendre, d'échanger et d'agir ensemble pour renforcer la protection des filles contre l'excision. Donc, comme je disais tantôt, le premier atelier a eu le 18 février. Vous pouvez voir encore le replay dans notre compte YouTube du GAMS et vous partez sur la playlist sur série parents protecteurs. Vous avez l'atelier 1 où l'objectif était de discuter de la protection des enfants, notamment en ce qui concerne les risques liés à l'excision. Il a été souligné que bien que la Belgique propose une protection légale, il reste essentiel d'assurer une vigilance continue, particulièrement pour les enfants dont les familles peuvent être influencées par les pressions sociales dans leur pays d'origine. L'atelier visait aussi à promouvoir les échanges réseau des stratégies concertées entre les services de première ligne, les parents et les professionnels de santé en introduisant les outils et les stratégies pour mieux
protéger les enfants et les accompagner tout au long de leur parcours. Et le deuxième atelier a eu lieu le 22 avril 2025 pour répondre à la question comment accompagner les parents protecteurs dans leur cheminement de protection, dans un accompagnement social. On a eu l'exemple de l'accompagnement social qui est fait par le GAMS. Et nous avons analysé ces trois situations. Nous avons analysé trois situations différentes de personnes concernées pour analyser un peu les conflits et les défis que les personnes concernées peuvent faire face vis-à-vis de la famille et les conflits de loyauté pour protéger leurs filles. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'est important de se décentrer, d'avoir une écoute active, rechercher de l'aide des personnes concernées par les professionnels qui travaillent dans la lutte pour l'abolition de l'excision, des travailleuses interculturelles ou des relais communautaires, dont des personnes qui sont donc des personnes formées et outillées pour faciliter le dialogue entre professionnels et personnes à accompagner, mais aussi qu'il faut prendre le temps pour permettre des fois à la personne accompagnée de mettre les mots à son vécu, à s'autoriser à en parler. Cela parfois nécessite plus de temps pour d'autres ou plusieurs rendez-vous parce que au départ, peut-être que 30 minutes, une heure ne peut ne pas suffire, de ne pas hésiter à donner d'autres rendez-vous pour laisser le temps à la personne d'oser, mais aussi de sortir du trauma pour oser mettre des mots sur sa situation. Et aussi, à force de la pratique également, en tant que professionnel, on peut apprendre de ces différentes personnes qu'on accompagne, qui va nous faciliter au mieux nous outiller pour l'accompagnement des personnes concernées. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, de le retrouver sur notre compte YouTube, sur la série Parents protecteurs. Et là, vous pouvez avoir accès aux deux premiers. En ce qui nous concerne aujourd'hui, donc c'est l'atelier 3 qui est d'évaluer un peu l'impact des stratégies de protection que les parents utilisent et de voir s'il y a des conséquences par rapport aux différentes stratégies de parents protecteurs. Et pour cela, nous allons accueillir aujourd'hui Fatma Fouad, qui est relais communautaire au GAMS, et Christelle Otias, psychologue du service alternatif S. Donc voilà, je vais arrêter là le partage pour démarrer les échanges. Merci Christelle d'être là. Merci à Fatma si elle est encore arrivée, en espérant qu'elle nous trouve un chemin. Elle a eu quelques portes de transport pour pouvoir se connecter. Ben, je me tourne vers toi pour le moment, Christelle. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta structure et nous parler un peu de comment vous avez arrivé à avoir une démarche ou une expérience sur les accompagnements des personnes concernées par les MGF auprès de votre service? Oui, merci Mariama. Donc moi, c'est Christelle Otias, je suis psychologue au centre de planning familial Soralia. Et en fait, en plus d'être un centre de planning familial, on a aussi un agrément en tant que service qui accompagne les personnes victimes de violences, soit en partenaire, soit fondées sur le genre. Et ce service s'appelle Alternative. Donc moi, aujourd'hui, je vous parle avec la casquette plutôt du service alternatif, même si on reçoit vraiment, à la fois dans le cadre du service alternatif, mais aussi dans le cadre du planning, des personnes concernées par les mutilations génitales féminines. Alors, avant d'avoir cet agrément, en fait, en tant que service qui accompagne les violences, on accompagnait déjà depuis beaucoup d'années, en fait, des personnes concernées par les mutilations génitales féminines au planning. Au départ, parce qu'on avait la présence dans notre équipe du docteur Kalouanga, qui est un médecin spécialisé par rapport à l'accompagnement des personnes concernées. Donc, c'est lui qui a formé au départ l'équipe et qui, dans sa patientèle, recevait pour des consultations médicales gynéco, ici au planning, des personnes qui avaient subi une excision. Et donc, finalement, de fil en aiguille, on a commencé à recevoir des personnes pour des demandes de réalisation de certificats dans le cadre d'une demande de protection internationale.
Et donc là, c'était des demandes soit de certificat d'excision, soit de certificat de non-excision suivant les cas. Et au planning, la pratique habituelle, c'est de faire ce qu'on appelle un accueil avant le rendez-vous médical. Donc, c'est une intervenante psychosociale ou un intervenant psychosocial qui va recevoir les personnes pour pouvoir expliquer un petit peu notre cadre de travail, expliquer les différents services qu'on propose et préparer aussi à la consultation médicale. Donc, on appelle ça des entretiens d'ouverture de dossier quand les personnes viennent pour la première fois au centre. Et ce qu'on s'est assez vite rendu compte en fait dans ces situations-là, c'est que les personnes arrivaient parfois envoyées par les centres, par le bureau médical. Et quand on leur demandait quel était le motif de la consultation médicale, on se rendait compte qu'elles ne savaient pas toujours, que même dans la majorité des cas, elles ne savaient pas. Elles disaient, bah, j'ai un papier, elle avait un document dans une enveloppe qui était bien pliée, bien fermée, et elles n'avaient pas encore ouvert l'enveloppe. Et donc, on découvrait avec elles le certificat de demande d'excision, non-excision, qu'elle n'avait peut-être même encore jamais vu avant d'ouvrir l'enveloppe avec nous. Et donc là, on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça parce que c'est pas OK finalement que des personnes arrivent en consultation médicale, doivent voir un médecin finalement sans savoir pourquoi elles sont là ou quelle est la raison de cette visite qui est une visite intime. On va montrer nos parties intimes, nos parties génitales à un médecin alors qu'a priori, il n'y a pas de souci de santé. Donc voilà, c'est comme ça on a commencé à se former, à s'interroger. On s'est rendu compte assez vite que quand on ouvrait, nous, la discussion sur l'excision, bah, c'était assez simple en fait. On avait peut-être un a priori comme quoi c'était un sujet tabou, mais on se rendait compte que dans la rencontre intime, individuelle, en duo, face à la personne, que bah, assez vite les femmes venaient nous parler de leur souffrance et de leur histoire. Et souvent, bah, l'excision, c'est pas la seule violence qu'elles ont subie. Elles ont souvent subi aussi d'autres violences de genre. Et donc, c'était souvent l'occasion pour elles d'expliquer l'ensemble de leur parcours et des situations qu'elles avaient vécues. Donc, en parallèle à ça, on a commencé aussi des suivis psychologiques et des suivis psychosociaux pour les personnes concernées. Et donc, au fur et à mesure du temps, bah, on a décidé de se former de plus en plus et de pouvoir réfléchir vraiment à comment on accueille toutes ces personnes, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre objectif. Voilà. Tu as permis ton micro, Mariam. Merci Christelle. Nous allons maintenant accueillir Fatma. Bonjour Fatma, bienvenue parmi nous. Euh, tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais au sein du GAMS, nous parler un peu de ton parcours. Merci Mariama de m'avoir donné la parole. Donc du coup, je suis Fatouma et puis je suis de formation infirmière et je suis relais communautaire au GAMS Belgique. Je suis sollicitée par le GAMS pour tenir les stands, pour venir en appui en formation ou en animation ou participer à des prises de parole en ligne ou en public, si nécessaire, mais aussi au soutien aux personnes concernées en médiation interculturelle dans les langues, bien sûr, dans les langues des Carmen? personnes concernées, c'est-à-dire le Somalie. Mm. Puis, pour rappel, en rappelant un peu ce que veut dire relais communautaire, donc selon le GAMS Belgique, aussi appelé Community Voices, et une ou un bénévole des communautés concernées par les mutilations génitales féminines, formé et soutenu par cette association pour jouer un rôle pivot dans la présentation, l'accompagnement et la sensibilisation, en appuyant sur l'école, bien sûr, culturelle, Mhm. religieuse, et dans la communication pour faciliter entre les professionnels et les personnes présentes concernées. Mhm. En nous appuyant sur cette approche, nous allons analyser les enjeux, bien sûr, sur l'impact des stratégies de protection utilisées et les conséquences de ces différentes stratégies dans la vie des parents protecteurs dans le cadre, bien sûr, dans la demande d'asile. Mhm.
Merci, Fatma. Je vais me retourner vers toi, Christelle. Tout à l'heure, tu nous as partagé un peu ces bonnes pratiques qui nous aident, enfin, ce partage qui nous aide à comprendre comment votre structure a façonné une expérience qui permet aujourd'hui de développer votre structure. Non, je pense que je vais toujours rester un tout petit peu avec Fatma. Oui. Pour savoir, je vais te poser donc la prochaine question. Selon toi, qu'est-ce qui a pu faciliter le cadre pour les personnes concernées par finalement, en écoutant Christelle, de comment ils ont pu petit à petit à développer un espace qui permet à ces femmes de pouvoir être bien accueillies et bien accompagnées. Euh, dans un premier temps, du moment on pose dans un premier moment la bienveillance déjà, Mhm, une écoute aussi active, c'est-à-dire poser des questions pour la compréhension et reformuler pour s'assurer que la compréhension entre le professionnel et la personne présente se sont bien compris et pour bien sûr bien comprendre. mhm, Puis, deuxièmement, en tant que relais communautaire, nous avons conscience que le premier contact avec la personne est vraiment crucial et nécessaire pour gagner la confiance. Donc, dans un, pour gagner la confiance de ces personnes. Donc, tertio, nous nous identifions à ces personnes et mhm, nous leur montrons que nous sommes dans leur côté et qu'elles peuvent dire leurs ressentis, leurs sentiments et euh, qu'elles peuvent poser aussi toutes les questions qu'ils veulent et qui sont en sécurité. Donc, du coup, mon intervention est sur deux volets, c'est-à-dire sur le pan de la confiance, c'est-à-dire on fait un pan de confiance, comme je l'ai expliqué auparavant, la confiance entre le relais communautaire et les parents protecteurs est primordiale afin d'écheminer, de remonter des informations claires et précises avec les professionnels, c'est-à-dire avocats, psychologues, etc. Donc, il est important pour moi aussi que ces personnes euh, sachent dans un premier temps que je suis de leur côté et qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent, les craintes, tout ce qu'ils veulent et surtout leur montrer que je les comprends dans un premier temps, que je les comprends et que j'ai vécu l'excision. Puis le tabou sur ces thématiques-là n'existe plus en Belgique, ce qui vaut bien sûr la protection de leurs mhm, enfants. Et le deuxième volet, c'est la médiation interculturelle. Ici, il s'agit de respecter les codes culturels et la religion. Les traductions se passent le plus souvent dans le respect du code éthique de la personne, des personnes présentes ou qui sont en face de nous. Les termes techniques et clairs des choses n'existent pas. Ici, ce sont les métaphores qui sont utilisées. Pour une anecdote que j'ai vue au cours de ces traductions, une mineure non accompagnée de 15 ans avait eu un négatif pour sa demande de protection internationale. Donc, parce qu'elle avait caché qu'elle n'était pas excisée. Elle avait bien sûr un certificat pour confirmer qu'elle n'était pas excisée. Après deux accompagnements chez son avocat, elle me confie qu'elle n'est pas excisée. Donc, je saute sur l'occasion pour lui expliquer que ce cas est vraiment bénéfique pour sa demande demande d'asile. Et mhm, suite à ça, après deux autres confirmations de d'autres médecins, elle a pu obtenir euh, sa demande d'asile. Et finalement, après avoir enquêté sur le fait que pourquoi elle avait menti sur son annexion,
j'ai constaté qu'elle était obligée de le cacher à sa communauté pour ne pas être simplement discriminée et rejetée de la communauté. Merci, Fatma, pour cet exemple et ce partage. Donc, ici, tu montres vraiment toute l'importance de mettre un cadre qui permet, un cadre safe pour permettre d'avoir un dialogue avec les parents protecteurs ou même avec la personne concernée, que ce soit une jeune ou euh, des enfants avec leurs parents. Euh, donc, Christelle, on voit bien que c'est, comme une fois, c'est important de mettre en confiance et un cadre qui permet de nouer les relations de dialogue. Je reviens vers toi donc pour savoir aujourd'hui, avec toute cette ressource et l'expérience, l'expertise que vous avez développée, pour voir comment ça vous a permis de proposer un type de service ou d'accompagnement au sein de votre structure dédié vraiment aux personnes concernées. Oui. Donc, au sein de notre service, actuellement, on reçoit plusieurs types de demandes. Au niveau de la consultation médicale, on reçoit essentiellement deux types de demandes, c'est-à-dire des certificats d'excision ou non-excision pour des Mhm. femmes qui sont en demande de protection internationale et leurs enfants. Et donc là, la demande va arriver au moment de la constitution du dossier, souvent à la demande de l'avocat. Mhm. Et puis, alors, on a aussi une autre pratique qui est de faire des certificats de non-excision de bébés, de petites filles ou d'adolescentes pour qui la famille a obtenu, enfin, pour qui l'enfant a obtenu le statut de protection internationale sur base d'être intact, donc non excisé. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler chez nous les suivis CGRA. Donc, c'est le CGRA qui exige que ces certificats soient fournis. Au départ, c'était toutes les années, et puis ici, depuis 2025, c'est tous les 3 ans. Et donc, voilà, nous, on a développé une pratique autour de ces deux consultations-là médicales, d'avoir Mhm. toujours un accueil systématique avant la consultation médicale et éventuellement après, s'il y a un intérêt pour les personnes. Donc ça, c'est un type de demande. Et puis alors, il y a des demandes aussi pour des suivis psychologiques et des suivis psychosociaux et juridiques, avec une juriste qui est spécialisée dans les violences basées sur le genre. Ouais. Merci, Christelle. Merci, Christelle. Alors, en t'entendant de parler de tout ça, j'ai envie de poser aujourd'hui une question. Selon toi, comment faire en tant que professionnel pour créer des bases à une relation de coopération autour de la protection de l'enfant? Oui. Donc, pour répondre à ta question, bah, je vais rebondir aussi sur ce que Fatouma disait autour de, Hum, évidemment, la bienveillance et le non-jugement. Donc, voilà. Alors après, nous, on n'est pas dans la même posture du fait de ne pas avoir le même vécu ou des histoires proches des personnes concernées. On est là en tant que professionnels formés, mais pas directement concernés. Et donc, la posture la plus importante pour nous, il nous semble, c'est déjà de voir les parents comme des parents protecteurs et non comme des auteurs possibles d'une violence. Et donc ça, c'est une posture, ça peut paraître juste une posture mentale, mais c'est bien plus que ça, en fait. C'est vraiment la façon dont on va regarder les gens qui va donner une coloration aux entretiens. Un point d'attention aussi qu'on a vraiment, c'est que on va réfléchir à comment offrir un cadre suffisamment sécure pour que mhm, l'examen médical ne soit pas intrusif, qu'il ne soit pas lui-même une nouvelle violence. Parce que comme je disais tantôt, c'est des examens médicaux qui ont lieu alors qu'il n'y a pas de souci de santé, alors que, ben, a mhm, priori, on va chez le médecin quand on a un problème et pas mhm, pour d'autres raisons. Et donc, on va aussi vraiment veiller à ce que cet examen se passe bien. Donc, la mise en place de ce cadre sécure, il va passer par plusieurs étapes. mhm, Euh, donc, d'abord, simplement l'explication de notre cadre de travail et notamment le fait qu'on est soumis au secret professionnel. Donc ça, mhm, c'est vraiment important pour nous d'expliquer qu'on n'est pas des agents du CGRA, qu'on n'est pas là pour transmettre des infos, qu'on est là, qu'on a compte à rendre à personne, à part à la personne qui est en face de nous. Donc ça, c'est vraiment une des premières étapes. mhm, Simplement expliquer que notre domaine d'expertise en tant que planning familial, c'est aussi de parler de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ça, c'est aussi quelque chose qui participe au cadre mhm, sécurisant parce que c'est une façon de dire qu'on est un lieu où on peut parler de l'intimité. mhm,
et ça permet aussi simplement d'ouvrir le sujet. On ne vient pas sur le sujet des mutilations génitales féminines par curiosité malsaine, mais parce que ben, on est là pour ça. On est des spécialistes de la vie affective et de la santé sexuelle et reproductive. Euh, un point d'attention qu'on a vraiment aussi, c'est de remettre la personne au centre de nos interventions. Donc, de se dire que c'est la personne qui décide si elle veut oui ou non bénéficier de notre service, si elle veut oui ou non aller faire cet examen médical. Alors, je sais que parfois, quand je le dis, on nous interpelle parce qu'on dit, bah oui, mais c'est une posture qui est peut-être un peu hypocrite parce que les personnes sont dans une situation où elles n'ont pas trop le choix de jouer le jeu pour la demande de protection internationale ou de simplement de pouvoir prouver que l'enfant est toujours bien, que leur petite fille est toujours bien intacte. Mais en même temps, c'est pas, c'est quand même important parce que même si la personne se retrouve dans un système où elle est un peu prise, au fait où elle n'a pas tellement de liberté, elle reste quand même au centre des décisions. C'est elle qui peut décider est-ce que oui ou non elle va mettre ce document, joindre ce document à sa demande d'asile ou pas. Est-ce que oui ou non elle a envie de cet examen médical là maintenant dans les conditions dans lesquelles il est proposé. Donc parfois c'est aussi simplement postposer l'entretien. C'est peut-être pas le bon jour, elle y était peut-être pas préparée, mais une fois qu'on lui a expliqué qu'elle peut dormir dessus, elle peut revenir. Donc vraiment une façon de rester respectueux de la liberté de décision des personnes et de leur propre choix c'est de leur redonner, ouais, c'est aussi la notion de consentement quoi, qui est vraiment importante pour nous. Et c'est important pour les personnes qui n'ont pas toujours eu l'occasion d'exercer du pouvoir sur leur vie, de leur dire, bah, ici, vous avez du pouvoir de décision sur votre vie. Et puis, un des facteurs aussi qui favorise aussi, c'est que bah, à force de rencontrer des personnes issues de certains pays, on commence à avoir des connaissances sur le fonctionnement, sur la culture, et donc aussi pouvoir montrer qu'on connaît un petit peu, pouvoir faire des références à ce que d'autres personnes nous ont dit pour aller vérifier si c'est comme ça aussi pour la personne qui est concernée. Bah, ça peut permettre d'être dans un cadre de sécurité. Merci Christelle, avec tout ce que tu nous ramènes là, j'ai envie de maintenant de me tourner vers toi Fatouma. À ton avis, comment faire alliance justement avec les parents dans la protection de leur enfant en tant que relais communautaire? Parce que voilà, quelque part, même si vous êtes des bénévoles, vous êtes aussi, comme tu disais tantôt, des personnes quelque part, vous êtes le pivot donc dans cette communication, parce qu'on voit bien que tu développais tout à l'heure que en tant que relais, on est facilitatrice ou facilitateur de le bon déroulement du dialogue. Mais comment faire en sorte que les personnes que vous accompagnez aussi soient des personnes, que vous soyez des alliés de ces personnes? Ici, je pense que cela dépend, peut dépendre aussi des personnes qui ont entamé ou pas une prise de conscience sur la compréhension des Mhm, conséquences liées à la mutilation génitale féminine. mhm, Dans un premier temps, il faudrait travailler à déconstruire ces idées-là et mhm, à débattre avec les parents mhm, en posant les questions sur l'incohérence de ces croyances, de ramener bien sûr la question de la santé globale et du bien-être de la personne, de mhm, rassurer par rapport aux craintes si on ne respecte pas les normes sociales imposées, mhm, de centrer la discussion au niveau individuel avec la personne, individuel avec la personne. Pour nous, mhm, le plus important, il s'agira de rallier les personnes plus autour de la déconstruction des idées dans un premier temps, mhm, reçues sur cette thématique néfaste et de ne pas se focaliser sur les formalités de la loi. mhm, Et surtout, en prendre compte de la gravité euh, mhm, de ces, euh, de ce geste qui peut endommager dans mhm, la sexualité, surtout quand de la future femme. mhm, Donc, l'avantage de la conscientisation du mhm, problème permet de renforcer la capacité de la capacité de protection des parents protecteurs, car mhm, ils sont conscients des conséquences et ils font le nécessaire pour protéger leur fille. mhm, Plus les parents savent aussi où demander de l'aide avec les mhm, professionnels de santé, mhm, et mhm, ils savent qu'ils ne vont pas hésiter à aller solliciter le soutien si nécessaire. mhm. Voilà.
Merci Fatma. Donc, on voit bien que, tout comme Christelle, l'importance de créer ce climat de confiance qui va permettre d'aider et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à pointiller euh, le débat au niveau individuel, de centrer le dialogue avec la personne, de voir l'incohérence dans ces arguments pour essayer de les déconstruire, c'est assez important parce que quelque part, dans ce que tu dis, vous êtes là pour renforcer, pas pour leur dire que c'est bien ou mal. Mais tout à l'heure, tu parlais de la loi. C'est vrai que la loi, elle est là pour aider à protéger les enfants, mais que si on ne fait pas le travail en amont, c'est possible que ces parents, quand ils se retrouvent dans une situation où il n'y a pas une loi, peuvent aller au bout peut-être et que le mieux, c'est de pouvoir déconstruire pour ramener la personne à comprendre la nécessité de mettre à côté cette pratique qui est quand même peut engendrer beaucoup de problèmes de santé, autant physiques que psychiques. Alors, pour toi, Christelle, en tant que professionnelle, comment faire l'alliance avec les parents dans la protection de l'enfant? Qu'est-ce qui est plus important de mettre en place pour faciliter une bonne collaboration? Ok. Ben, donc, nous, dans notre cadre de travail, c'est essentiellement, évidemment, dans le cadre des suivis CGRA que cette question-là va se jouer, puisque Mhm, l'enfant est intact et donc ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir collaborer, profiter quelque part de l'occasion de la réalisation de ces certificats de non-excision pour mhm, travailler avec la famille, en général souvent les mamans, autour mhm, de continuer à protéger leur enfant. Et donc comme tu disais, ben, il y a la loi évidemment, mais la loi, ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est pas nous qui sommes garants de la loi. Euh, mhm, la loi, elle est imposée par l'État et elle est contrôlée par l'État. Et donc, nous, on peut vraiment être dégagé, en fait, de cette question-là. C'est pas nous qui vérifions le respect de la loi. Il est mhm, vérifié par une autre instance. Donc, nous, mhm, on peut vraiment se mettre en lien à ce moment-là avec la famille autour de comment est-ce que nous, on va collaborer ensemble pour vous mhm, aider mhm, à respecter cette loi et donc pour vous aider à protéger votre enfant. mhm, Donc ça, c'est quand même qu'il y a un levier qui est vraiment intéressant. Alors, un levier qu'on avait avant et qui est un peu différent maintenant, c'est que le fait que les suivis CGRA obligeaient au départ de fournir un certificat toutes les années, mhm, bah ça nous permettait d'avoir vraiment un lien de confiance qui s'installait au fur et à mesure du temps avec les familles, qu'on revoyait d'année en année. On avait quelques notes dans le dossier. mhm, S'ils avaient des questions ou des préoccupations une année, on pouvait revenir dessus l'année d'après, voir comment les personnes avaient évolué avec ces questions-là. Alors, depuis que c'est passé à tous les 3 ans, bah, on pourrait se dire ça, c'est un petit peu plus, un peu dommage, peut-être un inconvénient qu'on n'a plus ce suivi aussi régulier. Bon, d'un autre mhm, côté, on le voit surtout quand même comme un avantage parce que pour les petites filles, pour les ados, bah voilà, montrer ses parties intimes toutes les années à un médecin, c'est quand même assez intrusif, voire humiliant. Donc, je pense que c'est surtout très bien que ce délai soit espacé. Mais mhm, voilà, en tout cas, le fait d'avoir une continuité dans le suivi aussi, ça nous permet de créer du lien. mhm, Euh, et donc aussi pour pouvoir avoir accès à toute l'ambivalence, parce que comme disait Fatouma, il y a tout ce qui est lié aussi aux croyances euh, mhm, de pourquoi l'excision est nécessaire, alors que ce soit vraiment mhm, par rapport aux loyautés au niveau de la mhm, communauté ou aux loyautés familiales, mais aussi par rapport à toutes les croyances de ce que c'est de ne pas exciser son enfant. Et donc ne pas exciser son enfant, c'est aussi prendre un risque à l'égard de la communauté, le risque d'être exclu, ou prendre le risque en lien avec les croyances qu'on peut avoir sur ce qu'est l'excision. Et ça, j'ai un exemple, j'ai une dame que j'avais en suivi c'était assez intéressant parce que c'était très touchant. C'est une dame que j'avais en suivi assez longtemps et qui était très au clair par rapport aux risques et aux conséquences de l'excision sur la santé. C'était quelqu'un qui avait une formation dans la santé au pays à la base et puis qui avait continué à être sensibilisé, qui se battait aussi vraiment de son côté contre les mutilations génitales féminines. Mais voilà, cette dame avait une petite fille qu'elle était très très contente d'avoir pu protéger. Et puis quand mhm, cette petite fille a grandi, un jour, elle s'est surprise à avoir des pensées dont elle a un peu de culpabilité, un peu honte, mais qui ont été là, présentes malgré tout. C'est que sa petite fille, quand elle est rentrée en primaire, aimait particulièrement bien jouer avec les garçons. mhm, Et donc, quand elle a vu ça en tant que maman, elle a eu ces pensées qui l'ont traversée de dire, mais tiens, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas été excisée
qu'elle a cet intérêt pour les garçons. Est-ce qu'elle va avoir une sexualité précoce? Est-ce qu'elle va avoir une hypersexualisation? Et elle Mhm. était à la fois très consciente euh, Mhm. que c'était non fondé, en fait, ces pensées-là, mais elle avait grandi dans une culture où on lui avait expliqué que si on n'est pas excisé, on va avoir une sexualité complètement débridée. Et quand on Mhm. grandit avec des représentations aussi fortes, ben, ça reste, quoi. Mhm. Donc, faire émerger l'ambivalence, c'est vraiment super important, il nous semble, pour la prévention des Mhm. mutilations génitales féminines. Parce que si on est simplement sur le discours l'excision c'est mal, en fait, les femmes qui arrivent sur le territoire belge, elles n'ont pas toujours conscience que l'interdiction est interdite en Belgique avant d'y être et avant qu'on leur explique. C'est pas Mhm. nécessairement pour protéger leur enfant de l'excision qu'elles sont venues en Belgique, c'est parfois pour d'autres raisons, parce qu'il y avait d'autres violences. Mhm. Donc, elles comprennent assez vite que bah, le discours attendu, c'est celui-là. L'excision, c'est mal. Et c'est Mhm. parfois difficile en tant que professionnel d'avoir accès à, Mhm. à vraiment ce qu'elles pensent vraiment derrière ça. Alors, une des questions qui nous permet qui nous aide un peu à accéder à cette ambivalence-là, c'est vraiment de pouvoir aussi demander aux personnes quand est-ce qu'elles ont appris que l'excision était interdite, à quel moment, qu'est-ce qu'elles en ont pensé, qu'est-ce que ça leur a fait, peut-être ça a généré des peurs aussi. Donc vraiment pouvoir repartir de ce moment clé, c'est Mhm. intéressant pour pouvoir faire émerger à la fois tout leur point de vue sur les risques de l'excision, mais tout Mhm. leur point de vue aussi sur les risques de la non-excision. Mhm. Alors assez vite, en fait, les femmes sont quand même, je dis les femmes, c'est les papas aussi, mais c'est quand même beaucoup des mamans qu'on voit. Ok. Et, Mhm. et en fait, les mamans, souvent, bah, elles ont vécu elles-mêmes cette excision, elles savent ce que c'est, elles savent la douleur que c'est, elles en ont parfois des souvenirs, ou si elles n'ont pas des souvenirs de l'excision directement, elles ont des souvenirs, enfin, elles vivent les conséquences au quotidien. Et donc, elles sont souvent très, très heureuses, en fait, de pouvoir protéger leur enfant. Elles se rendent compte aussi que bah, si l'excision est interdite en Belgique et que leur petite fille va être protégée de ça, que leur fille va être protégée aussi des autres formes de violence, parce qu'elles se rendent compte aussi assez vite, elles apprennent assez vite que le mariage forcé est interdit, que les violences domestiques sont condamnables. Donc il y a toute une série, et donc elles sont aussi très contentes en général de pouvoir se dire, OK, mon enfant va être protégé à la fois de l'excision, mais va aussi être protégé des violences. Mais à côté de ça, comme je disais, il y a aussi tous les risques que ça représente de ne pas être excisé. Mhm. Donc, on garde vraiment tout le temps à l'esprit que les parents, leur volonté première en général pour leur enfant, c'est vraiment de les protéger, de leur donner une belle vie, Mhm. qui trouvent leur place dans la société et qui grandissent bien. Et donc, dans certaines communautés, dans certains pays, pour avoir sa place dans la société, pour bien grandir, il faut être excisé. Et Mhm. donc, ne pas être excisé, c'est être sale, être pas mariable, ne pas avoir droit à la parole. Et ça, Mhm. c'est vraiment important que les personnes puissent aussi s'exprimer là-dessus, sur ces risques-là. Parce que c'est seulement quand on va travailler là-dessus avec eux, qu'on va prendre en Mhm. compte ça, qu'on va Mhm. pouvoir au mieux ensemble devenir un partenaire dans la protection de l'enfant. Donc, j'ai Mhm. un exemple aussi d'une dame, c'est un exemple qui permet vraiment de voir à quel point le fait d'être exclu de la communauté peut être extrêmement lourd et avoir des conséquences très importantes dans la vie. Alors ça, c'était pas une situation qui concernait directement les mutilations génitales féminines, c'était plus une situation d'une relation hors mariage. Mais je trouvais que les paroles de cette dame reflétaient bien la Mhm. difficulté qu'elle avait vécue. C'était une dame qui avait refusé un mariage forcé et qui s'était installée avec un partenaire choisi, mais donc hors mariage, avec qui elle est restée des années au pays, avec qui elle avait fait des enfants. Et malgré le fait que le couple avait duré depuis des années, malgré le fait qu'il y avait des enfants, elle expliquait qu'à cause de ce statut de femme non mariée, elle était rejetée de la communauté, qu'elle n'avait pas de place. Donc elle avait une expression pour dire ça, elle disait ma voix ne compte pas, ma voix ne comptait plus. J'étais pas Et quand je lui demandais moi ce que ça voulait dire, parce que voilà, moi je n'ai pas toujours les bonnes représentations de ce que ça veut dire, je lui demandais vraiment ce que ça voulait dire, ben, elle m'expliquait que elle n'était pas invitée au mariage, elle n'était pas invitée au baptême, elle n'était pas invitée à toutes les réunions qui concernaient un peu la gestion de la communauté, elle était vraiment exclue. Et ça a été une souffrance tellement intense pour elle euh, qu'elle a préféré à un moment donné retourner vers sa famille
pour essayer de faire accepter son partenaire et que le mariage puisse avoir lieu. Et en fait, finalement, la famille n'a pas accepté. Ils ont voulu lui imposer un mariage avec quelqu'un d'autre qu'elle a refusé. Et c'est ce qui finalement l'a amené à quitter le pays. Et donc, je trouve que quand on voit qu'une dame comme ça, qui avait réussi à mener sa vie, et qui, de mon point de vue à moi, je pourrais me dire, bah, elle avait la vie qu'elle voulait, elle était avec la personne qu'elle aimait, elle avait des enfants, c'était très bien. Ben non, en fait, c'était insupportable dans les conséquences que ça a sur la communauté. Et donc tout ça, ça montre à quel point c'est important de pouvoir discuter de ça avec les personnes si on veut avoir une prévention efficace des mutilations génitales féminines. Merci beaucoup, Christelle. On voit que oui, que ce n'est vraiment pas évident avec quand on est dans notre cadre de référence où la normalité, c'est d'avoir l'excision, c'est d'accepter le choix des parents du mari et que quand on fait son propre choix, c'est pas évident et que ça peut, quel que soit le choix de rester ou de partir, c'est lourd pour ces personnes-là. Donc, c'est pour cela que j'ai envie aujourd'hui de poser une question par rapport justement aux parents qui décident de protéger leur enfant d'une manière ou d'une autre. Euh, Elles vont développer des stratégies. Oui. Et selon toi, euh, est-ce qu'on peut se fier à toutes les stratégies que les parents utilisent pour pouvoir euh, protéger leur enfant? Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport au choix de certaines stratégies? Oui. Alors, bah, il y a presque autant de stratégies que de personnes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que chaque stratégie va Ouais. être très créative. Alors après, on va trouver quand même un peu des stratégies plus fréquentes, hein. On peut les regrouper un peu par façon de faire, par thème. Euh, et donc, la stratégie, elle va vraiment être mise en place pour répondre à la fois à protéger l'enfant de l'excision, mais à la fois le protéger aussi des risques et des conséquences quand on n'est pas excisé. Et ça peut être aussi bien dans le pays d'origine que ici sur le territoire belge. Euh, et donc, une des stratégies qui est assez fréquemment utilisée par certaines familles, c'est la stratégie du secret, ce que j'ai appelé la stratégie du secret. Donc, c'est Mhm. euh, créer un secret autour de la non-excision, c'est-à-dire que c'est ne pas exciser l'enfant, Mhm. mais faire croire qu'il a été excisé. Et donc, ce secret, il peut aller jusqu'à être un secret vis-à-vis de l'enfant lui-même. C'est-à-dire Mhm. qu'on fait même croire à l'enfant, à la petite fille, qu'elle a été excisée et on lui fait croire pour qu'elle risque pas de le dire en fait par inadvertance. Enfin voilà, on sait les enfants à quel point ils peuvent être spontanés, dire les choses parfois sans réfléchir. Donc pour ne pas risquer que le secret soit trahi, euh, Mhm. on va aussi faire croire à la petite fille qu'elle va être excisée. Alors, on va faire croire ça à la famille ou à la petite fille en faisant la mise en scène de la fête, en faisant le rituel. Euh, voilà. Euh, Mhm. j'ai un exemple aussi, c'est une famille qui avait aussi fait croire à la naissance de leur petite fille que c'était un garçon. Mhm. C'était une façon aussi de le protéger, enfin de la protéger de l'excision en faisant croire que c'était un petit garçon. Comme ça, on les embêtait pas. Mais alors ça, c'est un secret qui a pu tenir jusqu'à la puberté et puis bah, qui, à la puberté, s'est dévoilé. Mhm. Et donc, il y a des risques à cette stratégie du secret. Évidemment, le risque premier, bah, c'est le moment où ça risque d'être découvert. Alors, le secret va pouvoir être découvert à plusieurs moments. Il y a des moments un peu clés où on peut se dire que ce secret risque d'être levé, c'est au moment du mariage, évidemment. Donc ça peut être au moment où, avant le mariage, il y a un contrôle qui est plus souvent fait par la belle famille ou par une tante paternelle de vérifier que l'excision a été bien faite et donc que la jeune femme est OK pour être mariée. Mhm. Alors, quand ce secret-là est découvert, ça peut être un grand risque pour la famille, Mhm. des risques de représailles, des risques de violence, et pour la personne elle-même aussi, parce qu'il y a des risques de violence aussi à ce moment-là qui peuvent arriver, soit le risque d'une nouvelle excision, enfin, d'une excision, soit le risque d'autres violences liées à l'honneur, quoi, un peu pour sauver l'honneur qui a été bafoué. Mhm. Alors, un autre risque bah, c'est aussi, si c'est pas nécessairement avant le mariage, s'il n'y a pas de contrôle, ça peut être au moment de la nuit de noces.
mm, où là, c'est le mari qui va découvrir qu'il n'y a pas eu d'excision. Et donc ça, c'est assez risqué aussi pour la personne parce qu'elle peut subir des violences à ce moment-là, des violences physiques ou des violences sexuelles au moment de cette découverte. Alors, à un point de vue plus général, on peut se dire aussi que la stratégie du secret, elle comporte un autre inconvénient ou un autre risque, c'est qu'en termes de militance, bah, c'est pas très efficace. Parce qu'on dit que d'un point de vue militant, bah, c'est plus intéressant pour faire évoluer les mentalités qu'il y ait un refus, un positionnement mm, de la personne ou de la famille contre l'excision. Évidemment, quand on fait le secret, c'est-à-dire on ne conteste pas, on ne lutte pas directement contre. Alors ici, toute la campagne de prévention de cette année, c'est vraiment du gamme ce que vous avez fait et qui est super. C'est vraiment autour de mettre en avant justement toutes ces familles qui ont pu se positionner face à leur communauté, face à leur famille, en disant, ben nous, on n'est pas d'accord, on ne veut plus, et c'est comme ça que les mentalités vont bouger. Mais nous, quand on est dans notre position de rencontre individuelle dans la clinique, mm, ben là, on se rend compte que tout le monde n'a pas cette force-là ou que les risques pour les personnes de s'opposer est parfois mm, trop grande, quoi. Il y a un risque de représailles parfois au pays. On a des personnes qui nous disent, mais moi, si je prends position vis-à-vis de ma famille, mm, officiellement, si je dis, bah non, mais mon enfant ne sera pas excisé, que le risque à ce moment-là, c'est qu'il y ait des représailles sur d'autres enfants qui sont peut-être restés au pays ou leurs parents ou la famille élargie. Donc, voilà, puis, ou simplement qui vont se faire rejeter. Et comme je disais tantôt, le rejet, il est vraiment violent. Et quand on a déjà eu un parcours d'exil, qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on est parfois très seul, on est parfois très vulnérable aussi. Et donc, à ce moment-là, ça peut être compliqué dans cette situation de vulnérabilité de vraiment se positionner ouvertement contre les mm, MGF. Et donc, à ce moment-là, on peut mm, avoir d'autres stratégies. Après, je pense, dans ces moments-là, effectivement, que c'est très intéressant de pouvoir avoir des réseaux comme le GAMS et des relais communautaires qui vont pouvoir recréer une communauté qui va se positionner ensemble pour pouvoir soutenir les personnes. Mais voilà, quand ce n'est pas le cas, ou que les personnes disent, moi, je ne veux pas prendre ce risque, à ce moment-là, bah, la stratégie du secret, elle peut quand même être fonctionnelle. Alors, cette stratégie, elle a aussi des conséquences sur l'enfant en lui-même, sur la fille qui va grandir, mm, soit en croyant qu'elle a été excisée alors qu'en fait, elle ne l'est pas, mm, parce que, au moment où elle va découvrir qu'elle n'a pas été excisée, ça peut être assez choquant, en fait, à l'âge adulte. Alors, ça peut être choquant un peu dans un sens comme dans l'autre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que mm, là aussi, j'ai un exemple. J'ai une femme que j'avais suivie en consultation et qui est arrivée à l'âge adulte en croyant qu'elle avait été excisée. Euh, mm, et puis, c'est au moment du mariage, en fait, que là, effectivement, c'est une tante qui a vu qu'elle ne l'était pas. Et donc, enfin, pas qu'elle ne l'était pas, la tante a eu le discours, bah, ça n'a pas bien fonctionné, ça a repoussé, il va falloir recouper. mm, Donc, c'est à ce moment-là, la dame a réalisé qu'elle allait subir une excision à ce moment-là. C'est ça qui lui a fait fuir le pays. mm, Mais pour elle, voilà, ça a été un choc, mais plutôt vécu comme un soulagement. Pour elle, ça a mm, été quelque chose qui était ah, ma mère m'a protégée et je lui suis vraiment très reconnaissante pour ça. Mais parfois, pour d'autres personnes, ça peut avoir l'effet tout à fait inverse. Parce que c'est des femmes qui vont arriver au mariage en croyant être excisées, donc avec toutes les croyances qui vont avec, en croyant être propres, en croyant qu'elles sont mariables, en croyant qu'elles sont bien insérées, et puis qui découvrent qu'en fait elles ne le sont pas. Et ça peut être aussi vécu comme une trahison. Donc voilà, cette stratégie du secret, ça a aussi des conséquences sur l'enfant. Alors, une autre stratégie que les familles peuvent utiliser, c'est l'utilisation de faux motifs. Alors, de faux motifs ou de vrais motifs, mais qui sont utilisés pour, euh, pour lutter contre l'excision, pour pouvoir empêcher une excision. C'est par exemple des problèmes de santé qui vont être réels, mm, et qui n'ont pas à voir directement, et qui vont mm, être utilisés par la famille pour dire, ben, regardez, non, ma fille elle a un problème de santé, elle a le diabète, et parce qu'elle a le diabète, on ne peut pas l'exciser, c'est trop dangereux pour elle, enfin, voilà, des choses comme ça. Ou alors carrément inventer des problèmes de santé comme une anémie, pour pouvoir dire non, il y a un risque. mm, Euh, Quand il y a eu un décès aussi d'un enfant dans la famille des suites de l'excision, ça peut être utilisé aussi comme motif par les familles, comme stratégie pour dire bah non, on est une famille, voilà, les femmes sont fragiles dans notre famille, regardez,
sa cousine ou sa sœur est décédée des suites de l'excision, donc on ne peut pas l'exciser parce que sa santé est trop fragile. Alors c'est une stratégie qui va peut-être fonctionner, mais souvent qui va fonctionner à un moment donné, mais qui ne va pas durer dans le temps. Donc, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui va, avec l'âge augmentant et surtout en arrivant vers la puberté, bah, c'est une stratégie qui peut à un moment donné ne plus tenir. Les pressions familiales ou les pressions communautaires vont être tellement importantes que dire, OK, il y a eu la santé, mais maintenant elle est plus grande, elle est assez forte. Et donc ça peut tenir, mais dans le temps. Alors, une autre stratégie qu'on peut citer aussi, c'est l'utilisation de la loi ou des Mhm. connaissances. Donc, il y a des pays où les mutilations génitales féminines sont encore énormément pratiquées, mais où dans la loi, elles sont interdites. Mhm. Euh, et donc, à ce moment-là, certaines familles vont utiliser la loi pour pouvoir dire, ben non, c'est interdit par la loi, et ça va être plus facile pour des familles qui ont des représentants de la loi dans leur famille. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait juge, avocat, policier, voilà, qui aurait un rôle au niveau de l'État, va pouvoir dire, ben moi, je risque plus facilement d'avoir des soucis si je ne respecte pas la loi. Alors, on sait aussi que les lois dans certains pays sont mieux respectées dans les villes que dans les campagnes. Et Mhm. donc, parfois, il y a des familles qui déménagent aussi, qui vont utiliser cette stratégie-là pour pouvoir protéger leur enfant, de Mhm. déménager Mhm. dans une ville. Mhm. Euh, alors, dans les écoles aussi, il y a des associations qui font de plus en plus de campagnes de prévention et qui expliquent les risques. Ça, c'est un peu ce que Fatouma disait aussi, prendre conscience des risques que ça a sur la santé, ça va être un facteur qui va vraiment jouer en faveur de la protection. Et donc, quand il y a des acquisitions de connaissances, c'est pouvoir s'appuyer là-dessus en disant le médecin, la sage-femme, l'infirmière, ou à l'école, on a expliqué que, il y avait tel et tel risque pour la santé. Et donc, la personne va pouvoir s'appuyer là-dessus pour essayer de faire changer les mentalités aussi. Euh, alors, pour terminer sur la question des stratégies, moi, j'avais envie aussi de parler de stratégies de protection qui, pour nous, en tant qu'intervenants, peuvent nous poser des questions sur lesquelles on peut avoir un jugement parce qu'on ne va pas nécessairement voir ça d'entrée Mhm. de jeu comme des stratégies de protection. C'est-à-dire Mhm. qu'on a déjà eu le cas ici au centre, c'est des familles qui étaient originaires de pays où c'est l'infibulation qui était pratiquée majoritairement Mhm. et où finalement ces familles-là avaient réussi à faire en sorte que leur fille soit excisée seulement par un type 2 ou un type 1. Et Mhm. donc, pour eux, c'était vraiment une protection, puisqu'on peut reconnaître que bah, au niveau de la santé, les conséquences, elles sont quand même moindres, même s'il y en a. Elles sont différentes en tout cas. Et donc, pour les familles, c'était une manière d'avoir évité le pire. Et c'était assez violent pour ces personnes-là, en fait, quand elles arrivaient ici et que nous, enfin pas nous en tant qu'intervenants, mais que le discours des, des, euh, de l'État belge était plutôt, bah, vous n'avez pas protégé votre enfant n'a pas été protégé. Et donc, c'est pas OK non plus, parce que c'est quand même une protection. Et on a pu aussi faire en sorte avec l'avocat que la personne, enfin d'accompagner la personne pour que son avocat puisse défendre le fait que s'il y avait un retour au pays, le risque de réexcision avec infibulation était présent. Et donc, c'est quand même une stratégie de protection. Mhm. Et une autre stratégie de protection qui peut aussi nous poser question, mais qui marche parfois si on est vraiment par rapport à protéger de l'excision, c'est quand il y a eu un secret justement, et puis qu'il y a le mariage, c'est d'organiser le mariage avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est proche de la famille et qui est au courant du secret et qui est d'accord de maintenir le secret. Mhm. Alors, de nouveau, ça, c'est une stratégie de protection qui va pouvoir fonctionner. Mhm. Mais c'est un peu remplacer une violence par une autre parce que ça veut dire que la personne, enfin, la jeune femme choisit pas à ce moment-là le mari, c'est un mari qui lui est imposé par la famille. Donc voilà, elle est effectivement protégée d'une certaine violence, mais vit une autre violence par ailleurs. Mhm. Voilà, toutes les stratégies auxquelles j'avais pensé en préparant cet atelier. Merci beaucoup, Christelle. Tout ce partage est précieux. Fatma, et- quel commentaire aurais-tu par rapport à cette question, à ces différentes stratégies? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça? Oui, avant de répondre à la question, j'aimerais un petit peu rebondir sur ce que Christelle
avait Mm, dit sur, mm, premièrement, le témoignage de la dame qui a fondé un foyer hors mariage et qui s'est fait rejeter par la société, surtout par sa famille. Donc, je voudrais souligner cette gravité-là parce que juste, elle n'a pas, aux yeux de sa famille, respecté les, soi-disant, les normes ou les codes familiales, culturels ou sociétales. Donc, il mm, faudrait ici savoir que cette femme, aux yeux de la société, n'existe pas mm, jusqu'à que elle se conforme à ce que la famille euh, à ce que c'est que la famille lui dise de faire. Donc, du coup, je comprends que cette femme ait pu partir de son pays parce que elle n'existe plus mm, euh, aux yeux de sa société. Et deuxièmement, j'aimerais rebondir sur les filles qui ne sont pas excisées, euh, surtout je connais que la partie de l'Afrique de l'Est, plus particulièrement Djibouti et la Somalie. mm, Donc, les dots se font mm, en fonction de l'excision de la fille. C'est-à-dire, si la fille elle se marie et qu'elle n'est pas excisée, cachée bien sûr, et qu'elle n'est pas excisée, le mari en question opte sur trois options. Soit il demande le divorce parce que selon les croyances, elle est sale et puis tout ce qui s'ensuit, ou bien deuxièmement demande un dédommagement de la famille. C'est-à-dire, il a payé plus la dot qu'il devait payer pour une personne qui n'est pas excisée. Donc, du coup, la famille euh, essaye de soit repayer le mari en question pour qu'il garde le silence, ou soit récupère simplement la fille. Donc, j'aimerais aussi rebondir sur les pays qui ont malgré tout interdit l'excision au sein du pays. Donc, du coup, l'excision existe toujours et certains États ferment les yeux sur ça, du moment que c'est dans les normes de la société. Et à ma connaissance, il y a zéro poursuite, mm, zéro, comment dire, emprisonnement, zéro amende. mm, Dans des cas rares, bien sûr, euh, les plaintes aboutissent que quand un enfant meurt mm, d'hémorragie. Et c'est un cas en plus rare. mm, Donc, pour dire que si je parle un peu d'une anecdote, même pas d'une anecdote, mais d'un vécu, mm, une petite nièce est décédée suite à l'excision. mm, La deuxième a pu être protégée aujourd'hui parce que mm, sa mère a fui le pays d'origine. mm. Donc, voilà. En répondant à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, euh, les familles, les familles accentuent leur vigilance en cas de vacances dans leur pays d'origine. Donc, du coup, ils sont obligés de sensibiliser la famille et dire que voilà, leur statut de réfugié sera retiré si la petite est excisée. Donc, du coup, la famille proche se mobilise pour, au cas de retour du pays, dans le pays d'origine, se mobilise pour protéger ces petites filles pour ne pas leur causer préjudice au cas de retour vers la Belgique. Et la deuxième partie est que euh, il y a des familles qui choisissent d'office de ne pas aller dans les pays d'origine pour protéger ne pas risquer l'excision et continuent malgré tout à sensibiliser leurs entourages par distance. Voilà. Merci Fatma. Alors, c'est vrai que ce que tu ramènes là, c'est très important de savoir que même s'il y a des lois dans les pays d'origine, souvent, c'est pas facile de mettre en place l'application de ces lois parce que ceux qui devraient faire l'application font partie aussi des communautés. Donc, comme disait Christelle tout à l'heure, il y aurait
possibilité qu'au sein de la famille, on utilise ces personnalités-là qui disent, mais oui, on peut demander à tel, lui, il sait que c'est interdit par la loi, mais en même temps, des fois, c'est difficile de faire respecter ça parce qu'on fait partie de la communauté, on y croit. Tant qu'on y croit à la pratique, ce n'est jamais simple. Donc, je vais me tourner vers toi, Christelle, pour justement voir alors quelles seraient les incidences de ces stratégies par rapport à une demande d'asile, justement. Là, elle parlait des retours en vacances, mais qu'est-ce qui pourrait se jouer là à son niveau? Oui. Ce qu'il y a, c'est que le fait que souvent la protection de l'enfant devienne une des raisons ou le motif principal parfois de la demande de protection internationale, ça a des Mhm, conséquences pour les personnes qui ne sont pas toujours simples. La première conséquence à laquelle moi j'ai pensé quand je me suis interrogée sur cette question-là, c'est mhm, vraiment quelque chose que je vis depuis des années dans mon mhm, quotidien et qui m'interpelle très fort parce qu'en tant que psy, j'ai mhm, l'impression que je participe à ça aussi. Quelque mhm, part, c'est ce que je vais appeler l'amplification du trauma ou le risque de retraumatisation. Parce mhm, qu'en fait, il faut savoir que, ben, comme je disais tout à l'heure, parfois, c'est pas la souffrance principale pour les personnes, mhm, les femmes qui arrivent et qui sont en demande de protection internationale. Elles ont souvent vécu beaucoup de violences mhm, sur le genre, beaucoup de violences graves à mhm, répétition. mhm, Euh, et l'excision, ça a été une violence parmi d'autres, mais qui n'est pas la plus importante pour elles nécessairement. Et le mhm, fait qu'on leur dise, que l'avocat leur dise, mais écoutez, c'est ça qui va jouer dans votre dossier, ben, ça fait qu'il faut qu'elles mettent le focus là-dessus. Et donc, c'est comme s'il fallait mettre en avant tous les symptômes, toutes les conséquences, tout le problème lié à l'excision, alors qu'elles-mêmes n'étaient pas toujours très conscientes de ça au départ. C'est-à-dire qu'elles avaient des symptômes, elles avaient une souffrance qui était présente, elles avaient des problèmes gynécologiques, des douleurs pendant les rapports sexuels, des règles douloureuses, des problèmes à l'accouchement. Elles n'avaient jamais fait le lien mhm, nécessairement entre l'excision qu'elles avaient subie et ces conséquences-là. Et mhm, donc, en prendre conscience et devoir en plus mettre le focus là-dessus et le développer un peu en long et en large, mhm, ça a des conséquences psychologiques pour la femme aussi, qui se dit, mhm, bah, en fait, c'est une pratique qu'on m'a infligée pour mon bien, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit, et puis c'est ma famille que j'aime, mes parents qui m'aiment, qui m'ont infligé ça, mhm, qui ont autorisé à ce que ça se fasse, et ça a toutes ces conséquences-là sur la santé. Et le fait aussi de devoir raconter ça, raconter les problèmes, raconter l'excision, re-raconter et re-raconter à l'avocat, au psychologue, aux auditions, aux auditions pendant la procédure de demande de protection internationale, mais tout ça, ça provoque aussi des retraumatisations. Et donc, ça, c'est vraiment une des conséquences qui sont quand même, des conséquences qui est quand même vraiment importante. Le fait de devoir lire aussi dans des rapports médicaux, dans des rapports psychologiques, un peu toute la liste des problèmes, toute la liste de ce qui ne va pas, parce que bah, voilà, le CGRA pour le CGRA, il faut que le focus soit mis là-dessus, plus sur les problèmes que sur les ressources. Et donc ça, c'est un petit peu comme si la femme devait rester coincée dans l'histoire traumatique, en fait. Et comme on sait que les procédures sont parfois très longues, bah ça, c'est compliqué aussi parce que ça maintient la femme dans une histoire difficile. Une des autres conséquences aussi, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, la meilleure protection, c'est de pouvoir oser parler de toute l'ambivalence qu'on peut avoir, que les femmes peuvent avoir par rapport au fait de ne pas exciser leur enfant et des conséquences que ça peut avoir de ne pas l'exciser. Or, bah, il n'y a pas de place pour l'ambivalence dans le cadre de la demande de protection internationale. Il n'y a pas de place pour que ça puisse se dire, en fait. Nous, on peut miser sur le fait que dans notre cadre de secret professionnel, en reposant ce cadre-là, ça va quand même pouvoir se dire, mais c'est pas si simple, en fait, parce qu'on sait que quand il y a, on sait qu'au niveau du fonctionnement de l'esprit humain, bah, quand l'enjeu, c'est la survie physique ou la survie psychique. Le cerveau, il fait un tri et il y a des réalités qui peuvent même pas être pensées, qui peuvent même pas, alors si elles peuvent même pas être pensées, elles peuvent même pas être dites. Et donc, en fait, c'est que finalement, la procédure de demande d'asile empêche un peu de pouvoir vraiment déposer les peurs que les personnes peuvent avoir de ce que c'est de ne pas exciser leur enfant. On voit parfois que c'est seulement après l'obtention qu'alors ça peut commencer à se dire
ça peut commencer à être exprimé. Euh, une des conséquences aussi qu'on voit sur les demandes de protection internationale, c'est quand la famille a pu protéger l'enfant au pays pendant des années. En fait, paradoxalement, Mhm. ça peut se retourner contre la famille au niveau de la demande de protection internationale parce que le CGRA va dire si vous avez été capable de protéger votre enfant, vous êtes encore capable de continuer à le faire. Mhm. Le CGR ne va pas du tout tenir compte qu'en augmentant, en avançant en âge, les risques qui deviennent différents. Il peut y avoir plein de cas de figure qui font qu'à un moment donné, une famille a pu protéger tout un temps et puis ne sait plus, ne peut plus protéger à un autre moment. Je pense à différents exemples par rapport à ça. C'est l'arrivée de la puberté. On a pu protéger l'enfant jusque tant qu'elle était enfant, mais maintenant qu'il y a la puberté, voilà. Ou on a pu protéger, comme je disais tout à l'heure, jusqu'au mariage. Mais quand il y a un contrôle au niveau mariage, on ne peut plus protéger. Ou parfois, c'est parce qu'il y a une figure dans la famille, il y a une figure il y a une personne qui fait figure d'autorité qui est contre l'excision. Et donc, tant que cette personne-là est là, on Mhm. peut empêcher qu'une excision se passe. Et puis, si Mhm. cette personne décède, et que la nouvelle personne qui va reprendre le rôle de figure d'autorité dans la famille, elle n'a pas Mhm. du tout le même point de vue, ça change en fait. Et donc, une Mhm. fille qui a pu être protégée pendant des années peut subitement, parce qu'il y a un décès, ne plus être protégée du jour au lendemain. Donc, ça, c'est des subtilités euh, Mhm. qui sont vraiment liées à des éléments culturels Mhm. que le CGRA va parfois ne pas du tout prendre en compte ou va nier. Voilà un petit peu ce que j'ai pensé par rapport à ça. Merci Christelle, tu nous éclaires vraiment ici sur tout l'enjeu en fait des parents pour trouver des moyens de protection de leurs filles. Donc c'est important qu'ils se sentent soutenus et compris. Et c'est pour ça que j'ai envie de poser une autre question pour savoir comment soutenir alors ces parents qui veulent aller dans les pays d'origine ou alors comment les renforcer dans leur capacité de protection parce que c'est important qu'ils soient soutenus et accompagnés. Christelle, tu m'entends? Oui, pardon, je pensais que c'était pas Thomas qui voulait réagir. J'ai un petit bug. Euh, Oui, 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 au niveau des retours au pays, c'est vrai que c'est ce que je disais, vraiment partir du présupposé, c'est ce que je disais en tout premier tout à l'heure par rapport à notre cadre, c'est vraiment partir du présupposé que les parents veulent protéger leur enfant. Mhm. C'est ça qui va être vraiment un des facteurs. Si on arrive, nous, en tant qu'intervenants, et qu'on va se positionner comme attention, il va y avoir un retour au pays, et donc vous allez faire exciser votre enfant, c'est Mhm. comme si c'était nous qui allons être garants de la protection, en fait, alors qu'eux aussi veulent protéger leur enfant, mais c'est, comme on l'a dit plein de fois, par rapport à tous les enjeux, c'est pas simple. Et donc pouvoir se dire, OK, comment on va réfléchir ensemble, en fait. Votre objectif, c'est de protéger votre enfant de l'excision, mais c'est aussi de le protéger de toutes les conséquences négatives qu'on a parlé. Et donc, comment est-ce qu'on va s'allier et réfléchir pour avoir des stratégies? Il y a parfois des femmes qui nous disent, c'est un peu je pense peut-être parce que c'est compliqué pour elles d'avoir accès à toute cette ambivalence, et qui vont dire, moi je suis contre et donc je dirais non et puis ça suffira. Et puis Mhm. quand on discute un petit peu plus avec elles, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, que l'enfant il appartient à la communauté, que l'enfant il appartient pas à la mère, alors que chez nous on a un peu plus cette représentation que l'enfant appartient, ici en Belgique l'enfant ça va appartenir aux parents, c'est les parents qui ont l'autorité et pas la famille qui a l'autorité. Et donc, Mhm. quand on rediscute un petit peu de tout ça, voilà, on va pouvoir vraiment à ce moment-là entrer dans des stratégies un peu plus fines pour faire alliance ensemble euh, Mhm. en tant que partenaire. Et puis, une des stratégies possibles aussi, c'est qu'Aïla le rappelait à Mhm. l'Assemblée générale des stratégies concertées, c'était de pouvoir s'appuyer sur la loi belge aussi. Donc, parfois, Mhm. pouvoir que les parents puissent vraiment dire, c'est pas nous, c'est la loi belge qui nous empêche d'exciser Mhm. notre enfant. Et si il se passe quelque chose, moi, quand je vais rentrer en Belgique, je vais être contrôlée et je vais aller en prison si mon enfant est excisé. Ça peut Mhm. aussi vraiment être un soutien intéressant pour les personnes. Mhm. Merci Christelle, c'est précieux tout ce que tu partages là. Euh, on voit bien que vous êtes un service dans lequel aussi vous aidez aux familles de préparer ces voyages
tout comme au GAMS. Et ça aussi, c'est important justement de questionner tout ce contexte de protection qui pourrait y avoir lieu, arriver au pays, s'assurer euh, que le parent a les outils qu'il faut comment dire, euh, qui soient vraiment préparés à faire face à la pression parce que moi, j'entends souvent des témoignages de parents qui disent, mais en fait, quelque part, tu vois, tu n'es pas en vacances parce que tu es tout le temps en hypervigilance par rapport à ton enfant. Et c'est pour ça que je me tournais vers toi, Fatouma, qui accompagne des fois ces personnes dans ces préparations de voyage avec les collègues parce que, voilà, Christelle, comme on voit, elle est la professionnelle, des fois, elle fait appel aux relais communautaires ou à des travaux interculturels parce que le français n'est pas complètement encore acquis par rapport à ses parents. Donc, qu'est-ce que toi aussi tu aurais à rajouter par rapport à la préparation de ce voyage ou au renforcement des stratégies de protection de l'enfant lors des voyages des pays d'origine? Euh, je voudrais un peu revenir sur ce que Christelle avait dit auparavant, c'est-à-dire ces parents qui sont venus protéger leurs enfants ici en Belgique, il faudrait savoir déjà qu'ils veulent protéger leurs enfants et que qu'ils veulent protéger de leurs enfants de l'excision. Donc, Mm, en se basant sur ce vouloir de protéger son enfant, il faudrait qu'on continue aussi la sensibilisation, à déconstruire les idées reçues et mm, à les rallier en fait dans ce combat ou dans cette lutte contre l'excision. mm, Donc, du coup, on s'assure que la personne connaît en fait les conséquences de cet acte qui est néfaste pour tant que psychologiquement que physiquement pour la petite fille et qu'ils sont là dans un premier temps à tout mettre en œuvre pour protéger cet enfant-là. mm, Donc, on s'assure déjà que les parents vraiment ont mm. les informations vraiment Fatma, tu es là, on est en train de la perdre tout doucement. Euh, alors, donc, ce qui est sûr, ce qu'elle dit, et ce que toi tu as dit aussi, Christelle, on se rend bien compte que les enjeux sont énormes par rapport à la protection des filles, qu'on prend la décision de s'afficher et des fois c'est pas facile, mais comme on le disait lors de l'Assemblée annuelle des stratégies conseil, des fois il faut oser peut-être s'afficher et dire les raisons pour parler de son expérience à soi en tant que personne concernée et qui a vécu cette violence pour dire mais en fait je ne veux pas quelque part parce que moi j'ai vécu ça, je veux pas que mon enfant vive ça. Euh, Ce n'est jamais évident, mais au moins, euh, petit à petit, mais des fois, le dialogue n'est tout bon pas possible, mais c'est d'engager ce dialogue aussi pour en parler et pour conscientiser la famille, en fait, que moi, j'ai vécu des choses difficiles avec l'excision et que je ne voudrais pas faire revivre ça à mon enfant parce que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, soit j'ai perdu un enfant lors d'un accouchement, ou alors lors de l'excision, il y a plein de facteurs qui peuvent euh, qu'on pourrait mettre aussi en avant pour que essayer de conscientiser petit à petit. C'est peut-être pas des fois peut-être que c'est pas en un jour, en une rencontre, en un seul débat que ça va se faire, mais c'est aussi en tant que professionnel d'encourager, si c'est possible, mais c'est en fonction c'est au cas par cas, parce que des fois, on sait bien que la plupart de ces personnes qui viennent de ces communautés, ils sont dans un système patriarcal où des fois la femme n'a pas assez de place à la parole et des fois c'est compliqué, mais ne pas hésiter quand même à essayer de passer par les personnes les plus écoutées au sein de la communauté, au sein de la famille,
pour essayer d'engager cette discussion-là. Donc, j'aimerais vraiment te remercier pour tous ces éclaircissements, à toi, Christelle, ainsi qu'à Fatma. Je vais peut-être ouvrir le dialogue euh, aux participants et participantes pour voir s'il y a d'autres qui ont envie de partager des vécus, ou partager des stratégies ou en tout cas poser des questions par rapport à tout ce qui a été dit cet après-midi. Donc, vous rappelez que pour commencer les discussions, merci de lever la main, dans réagir dans le chat, réagir ou alors écrire dans le chat pour pouvoir engager le débat. Donc la parole est à vous et de ne pas oublier quand vous avez fini de parler d'éteindre aussi votre micro au cas où pour éviter des chevauchements. Oui, je vois une première main qui est levée de Sylvie Austin. Oui, bonjour. Euh, Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, c'est plutôt une question. En fait, je me suis inscrite à vos conférences parce que je Mhm, suis sage-femme et depuis mhm. peu, j'interviens à Fait d'Asile pour le D'accord. retour des mamans de la maternité. Et en Mhm, fait, j'ai contacté les responsables parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de mamans qui subissaient des césariennes. mhm, Et je pense que c'est un peu dû ben, aux peurs, mais aussi peut-être aux excisions qui ne sont pas du tout exploitées mhm, en prénatal. Et donc, je voulais mhm. savoir si quelqu'un présent pouvait peut-être m'orienter vers des choses qui existaient déjà par rapport à cette thématique. Et alors, j'étais aussi très interpellée par le fait de savoir, parce que ça, je ne savais pas du tout, Mhm. que la protection d'un enfant ou d'une femme pouvait faire partie d'une demande d'asile, par exemple. Et je me demandais si justement c'était une question qui était abordée systématiquement avec les demandeurs d'asile. Alors, si Christelle, tu me corriges si je dis de bêtises, hein. Je ne suis pas sûre que c'est systématique. C'est vraiment à la personne d'amener la question. Mais peut-être que Christelle connaît mieux l'accompagnement des personnes qui sont en demande d'asile par rapport à ces questions-là, parce qu'il y a certains qui vont venir pour d'autres raisons en Belgique, pas pour fuite d'une possible excision. Donc voilà, je laisse la parole à Christelle. Après, je passerai la parole à une de mes collègues sages-femmes qui est là pour répondre à votre deuxième question. Merci. Ouais, oui, souvent ça finit quand même par assez rapidement savoir par les personnes, soit bah, si elles ont, enfin c'est surtout le rôle de l'avocat. Donc si elles ont un avocat qui fait bien son travail, l'avocat va explorer normalement ces questions-là avec les personnes. Euh, Ça peut se dire aussi rapide en fonction de leur pays d'origine. Si c'est un pays d'origine où l'excision est pratiquée couramment, bah, ça va se dire aussi dans les centres, soit par l'assistant qui accompagne la personne, soit par les autres, des personnes originaires du même pays. Donc voilà, je pense que c'est quand même une information qui circule. Elle- Là où ça pose plus enfin, oui, non, ça c'est. Je voulais faire référence à autre chose, c'est que c'est peut-être parfois, par contre, des personnes qui vont arriver par regroupement familial, qui n'ont pas nécessairement l'information que la pratique est interdite en Belgique, mais ça pose plus la question de la protection de l'enfant dans ce cas-là, euh, puisque là, il n'y a pas nécessairement d'information qui est faite autour de ça. Mais par rapport à la demande de protection, bah oui, je pense qu'en général, c'est vraiment le rôle de l'avocat. Après, si nous on rencontre des personnes dans d'autres cadres, ça peut nous arriver qu'un centre va nous envoyer, va envoyer quelqu'un chez nous pour une demande de suivi psychologique parce qu'il y a une souffrance. Et c'est bah voilà, parce que nous, on sait que c'est un pays où l'excision est pratiquée, qu'on va nous poser la question en fait et vérifier avec la personne si elle en a discuté avec son avocat. Mais en général, l'information arrive quand même aux personnes concernées. Ok, merci. Merci. Et vous avez des antennes partout en Belgique? Le GAMS a 4 antennes, dont le siège à Bruxelles, Ah ouais. un à Liège, un à Namur, et on fait des permanences à Verviers, ou encore à Wallonie. Courtrai.
Voilà. On a une antenne à Anvers et des, hum, des permanences à Hasselt, à Courtrai, à Gand. Mhm. Ok, Et là, j'ai ma collègue sage-femme qui va vous répondre par rapport aux grossesses. merci. Bon. Bonjour, donc je suis Pauline Soupa, je suis sage-femme et je travaille donc avec Mariama ici au GAMS. Donc la question par rapport au constat des césariennes, j'ai pas tout bien suivi. La question c'était savoir si les professionnels de santé sont formés ou si les femmes peuvent recevoir de Mais l'information. je pense que c'est les deux. Parce que Oui, quand j'ai posé la question au centre, ben, c'était un gros point d'interrogation. Et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer une sage-femme où les mamans vont accoucher, et elle me disait que aussi dans leur service, ben, il y en a qui étaient peut-être plus sensibilisées que d'autres, alors qu'elles avaient parfois des moyens comme le Méopa, etc. Mais que apparemment des deux côtés, il y a des ignorances. Moi, mon premier but, c'était vraiment de pouvoir rencontrer les mamans prénatales et en parler si elles avaient des questions, etc. Et dans un deuxième temps, essayer d'aller rencontrer l'équipe si c'était possible. tout à fait. Et vous êtes sur quelle région? Florène, Florène. Ça, c'est la province de Namur. Namur, on est encore sur Oui, Namur, mais elles accouchent à Charleroi. elles accouchent à Oui. Charleroi. Ben, alors, pour ce qui est des césariennes pour les femmes qui ont vécu une excision, il faut savoir que statistiquement, ça a été prouvé, une femme qui a vécu une excision a un risque augmenté de césarienne. Donc, faire ce constat qu'on a l'impression qu'il y a plus de césariennes chez les femmes qui ont vécu une excision, quelque part, oui, c'est une Mhm. réalité. Ça fait partie des complications, on va dire à long terme, en fait, de l'excision. Donc, il y a plus d'hémorragie, il y a le travail peut être prolongé et il y a plus de césariennes. Alors, il y a d'autres études qui ont montré aussi que si les femmes, elles accouchent avec des équipes qui ont été bien formées à l'accompagnement des MGF, on peut vraiment réduire le nombre de ces complications-là. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une équipe bien formée au MGF? Ça mériterait d'être approfondi. En tout cas, il faut savoir que là, sur les 2 dernières années qui se sont écoulées, le SPF Santé publique a mandaté le GAMS pour se rendre dans les hôpitaux et dispenser des formations aux professionnels de santé. Donc, on a formé des professionnels de santé dans différents hôpitaux, notamment en province de Namur, mais c'est des régions où, comme il y a moins de femmes concernées, les hôpitaux sont un petit peu moins preneurs parce qu'ils ont cette idée que, ah, mais non, mais nous, on n'a pas beaucoup d'excision. L'excision, Mhm. c'est pour Bruxelles, Bruxelles, Liège oui. et Anvers. Et c'est parfois des formations qui sont un peu courtes. Des fois, on me dit, ah bah, vous avez une demi-journée, et des fois, on me dit, vous avez 1 heure. Donc, voilà, on dispense comme on peut de l'information. Et puis après, il y a comment les professionnels eux-mêmes se saisissent de la formation. Certains vont être assez réactifs et continuer à nous contacter quand ils rencontrent des patientes concernées pour affiner un petit peu leur connaissance et d'autres pas. Donc voilà, du côté des professionnels, c'est vrai que ça va être Mhm. fort variable d'une équipe à l'autre et d'une personne à une autre, en fait. Ok, merci beaucoup. Et Voilà. enfin, je ne sais pas si je sais avoir un contact avec vous, peut-être si vous avez des études ou quoi, vers vous me référencez pour... Oui, bien sûr. En fait, au GAMS, nos adresses mail sont très simples. Vous mettez notre prénom, arobase gams.be. Donc, moi, c'est Ok, Pauline, arobase gams.be. Et donc, on organise aussi, ça dépend des années en fonction des financements, en ouais, fait, des formations plus longues pour les sages-femmes de 2 jours pour devenir ce qu'on appelle des sages-femmes relais ouais, ça, j'aimerais, MGF. ouais, ouais. Mais ça, j'ai Voilà, regardé, mais quand j'ai regardé cette année, c'était déjà passé, je pense, ou bien c'était, il y en avait une, mais le timing n'était pas... ne Ouais, n'était pas correspondait fait. pas. Et alors, pour ce qui est des femmes elles-mêmes, pour qu'elles puissent avoir Mhm. de l'information, bénéficier de séances de préparation à la naissance, donc au GAMS, on organise avec, donc on fait des duos, une des sages-femmes du GAMS et une travailleuse interculturelle qui est une collègue issue des communautés
où on pratique les MGF. Et on anime ensemble des ateliers collectifs de préparation à la naissance. Donc, ça marche très très bien à Bruxelles parce que les hôpitaux nous connaissent bien et qui nous réfèrent un peu systématiquement Mhm, les patientes qui reçoivent en consultation. À Namur, on l'organise de manière plus ponctuelle en fonction des demandes. Donc, par exemple, moi, je me déplace à Namur s'il y a trois femmes qui sont en demande de faire une préparation à la naissance. Ok. Donc, voilà. Et alors, ici à Bruxelles, on l'organise très régulièrement. C'est 3 séances avec une quatrième avec du yoga prénatal, mais où on va discuter, on va pas parler d'excision pendant 3 séances, hein, mhm, mais on va parler de préparation à la naissance globale et voilà qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est qu'une péridurale, quelles sont les ouais, alternatives à la péridurale, etc. Donc elles peuvent mhm, recevoir de l'info et l'avantage c'est que si elles ne parlent pas le français ou l'anglais, on va, nous, le GAMS, faire en sorte qu'une collègue ou enfin, quelqu'un avec qui on travaille puisse venir faire de la traduction. Donc, on donne mhm. accès aussi à de la prépa naissance à des personnes qui ne pourraient pas faire de la prépa naissance dans les hôpitaux ou ailleurs à cause d'une barrière linguistique. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Je vois la main de Mahado. Désolée, Mariama, j'ai eu un problème de connexion. C'est pas grave, Fatma. On a ouvert le débat. Euh, je ne sais pas si tu as envie de rajouter autre chose, sinon je passe la parole à Mahado. Je vois qu'elle lève la main. Mahado, tu es là? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, moi, c'est Mahado, je suis relais communautaire en GAMS. Je voulais juste poser une question à Christelle concernant la vérification qui se fait tous les 3 ans des petites filles non excisées, certificat de non-excision. Mhm. Donc, même si l'enfant n'est pas parti au pays d'origine ou un pays où l'excision n'est pas pratiquée, est-ce que ce certificat est obligatoire? Merci. Alors, je suis pas la mieux placée pour répondre à la question parce que, en fait, c'est le CGRA qui envoie, dans ces situations-là, c'est le CGRA qui envoie la demande à la famille. Euh, donc, à partir du moment où il envoie la demande, c'est obligatoire de le rentrer. Et voilà, nous, on reçoit les personnes qui ont reçu ce document en général. Et donc, je pense que c'est la procédure classique, c'est la procédure habituelle. Quand la protection internationale a été obtenue pour l'enfant, pour sa protection, il y a ce contrôle qui est fait et qui est obligatoire. Après, dans le concret, on ne comprend pas toujours, nous, extérieurement, ça vaudrait la peine d'entendre le CGRA par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas toujours très bien en fonction de quels critères ça va s'arrêter ou pas à un moment donné. C'est-à-dire on a déjà eu des jeunes filles pour qui ce contrôle avait eu lieu jusqu'à leurs 18 ans. Parfois, pour d'autres, ça s'arrête avant. On a cette hypothèse que ça s'arrête s'il y a l'obtention de la nationalité belge, par exemple, à un moment donné, elle sort du système du suivi par le CGRA et à ce moment-là, les contrôles sont plus faits. Mais voilà, on a déjà eu une fois, on a déjà eu une jeune de 20 ans pour qui il y avait encore eu une demande sans qu'on sache très bien pourquoi à ce moment-là. Donc voilà, donc normalement, oui, ce contrôle, à partir du moment où il est demandé par le CGRA, les personnes sont obligées de fournir ce certificat, mais en fonction de quels critères, ça, c'est pas, nous, on n'a pas toujours toutes les informations par rapport à ça. Merci pour la précision. Christelle, d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres partages? Fatma, on t'a perdu tout à l'heure, tu étais en train de finaliser ton commentaire par rapport à tout ce que avait dit Christelle par rapport aux aspects socioculturels ou sur l'accompagnement des personnes autour de la protection. Donc, je t'avais posé la question pour savoir comment être allié. Oui, j'avais un peu presque tout dit. C'est Hum, juste que j'aimerais finir avec le fait que
nous savions que les parents ont déjà la conscience que dans un premier temps, ils vont, si ils excisent leur fille, il y a une perte de du statut déjà, ils Mm. le savent et ils ont, comment dirais-je, et deuxièmement, en fait, le fait qu'ils savent déjà que la loi interdit l'excision, donc ils sont un peu plus accentués et dans un premier temps, c'est un peu un, un soulagement ou un poids positif. Et deuxièmement, on s'assure quelles sont les idées en fait qu'ils ont derrière. S'ils ont bien compris en fait les conséquences, s'ils ont bien compris en fait non seulement les conséquences, mais le mal qu'ils peuvent amener à long terme à leur fille. Donc ça nous rassure un peu. Et ce qui aussi nous alarme, c'est quand, par exemple, ils n'ont pas partagé les idées ou s'il y a des réticences derrière. Donc, ça peut susciter un peu derrière à alarmer ou à alerter en fait les professionnels pour dire que voilà, cette personne euh, n'est pas convaincue en fait de ce qu'on avance sur la religion ou sur les débats sur la sensibilisation tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas, mais c'est le plus important pour nous, c'est d'avoir rallié en fait ses parents Mm. à la cause de la lutte contre l'excision et connaître leur positionnement par rapport à ça. Mm. Super, merci. Merci Fatma. Alors, je reviens vers vous, participants et participantes, si vous avez envie de réagir, poser des questions à Fatma ou à Christelle. Sohalia et C'est ma vie travaillent en collaboration, Christelle? Une question dans le Oui, chat. je vois. Oui, bah oui. Alors, on n'a pas toujours des collaborations fréquentes et directes parce que les gens viennent pas nécessairement avec les mêmes demandes, mais ce qui va avoir comme type de collaboration, souvent, c'est par exemple, si nous, dans le décours d'un suivi, à un moment donné, une femme serait par exemple en demande de reconstruction, bah, ça, évidemment, on va orienter vers vie. Nous, on n'a pas ni les compétences pour l'accompagnement, ni des professionnels ici autour qui pratiquent la reconstruction. Donc, ça, c'est une collaboration qu'on va avoir avec vie. Bah, sinon, on est plutôt, soit on va proposer des services assez équivalents sur certains plans, soit complémentaires sur d'autres. Ben, le fait que nous, on est sur Liège, que vie est sur Bruxelles, on ne touche pas nécessairement le même public non plus. Mais si on a des demandes aussi sexo assez pointues par rapport aux conséquences de l'excision sur la santé sexuelle et reproductive, voilà, ça peut aussi à un moment donné dépasser nos compétences à nous et à ce moment-là, on va plutôt orienter vers vie qui a vraiment une expertise à ce niveau-là. Voilà, les collaborations auxquelles je pense essentiellement. Merci beaucoup, Christelle. Alors, il nous reste encore une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remerciements pour Fatma pour ses éclaircissements et son intervention. Euh, alors, je vais peut-être repartager mon écran pour vous donner une information par rapport à la possibilité de continuer à se former aussi à son rythme. C'est la plateforme de NDFGM qui créait une plateforme en ligne pour se former sur les MGF. Il y a plusieurs modules en français, en anglais et d'autres langues d'Europe pour permettre à chacun de continuer s'informer et à se mettre à jour, puisque voilà,
La plateforme met des mises à jour réguliers, mais en même temps, ça vous permet d'avoir à la fin de la formation un certificat pour valider vos compétences acquises lors de la formation. Je ne sais pas si Anita est là pour compléter sur ce que j'ai dit par rapport à INTFGM et la plateforme de eCampus. Ben, Mais moi, ça me fait penser à une collaboration aussi possible. En t'entendant, je me suis dit, une des collaborations qu'on a aussi avec C'est ma vie et que j'ai oublié de citer, c'est que bah, mhm, quand nos médecins réalisent les certificats excision, non-excision, ils peuvent être, en tout cas plutôt les certificats d'excision et qu'ils ont des mhm, questions par rapport au type parce qu'ils sont pas sûrs de ce qu'ils observent. C'est parfois un peu compliqué pour pouvoir vraiment établir un certificat détaillé du type mhm, d'excision et des conséquences que ça a. À ce moment-là, on peut faire appel aussi à SEMAVI ou renvoyer la personne à SEMAVI pour avoir un complément d'information avec des experts en la matière, quoi. mhm. Merci, Christelle. Je voulais départager une minute. Avant de terminer, je voulais vous demander de faire une évaluation de des 2 heures d'atelier que nous avons eues. Alors, je dois aller le chercher quelque part. Je voulais arrêter le partage ici pour pouvoir y arriver. Donc, n'hésitez pas en attendant si vous avez des questions ou des rebondissements par rapport à ce que nous avons partagé. Ah, ah, ah. Alors, voilà, copier le lien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de rajouter, Christelle ou Fatma? Non, mais juste merci pour l'invitation. Hmm, super. Non, merci pour l'invitation aussi, Mariama. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, Ah, ah. Oups. En tout cas, moi, j'étais super contente de vous avoir cet après-midi pour euh, cet échange qui était vraiment riche et très parlant et très complet. Je n'arrive pas à coller le truc. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais essayer de partager le QR code pour vous inviter à faire votre évaluation. Alors, voilà. On n'a pas le bon écran, à mon avis. On n'a pas le QR code. On a ton diapo. Et là, Non, toujours pas. ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mystère. Le mystère Qu'est-ce de que tu la as fait? technologie. Qu'est-ce que tu as fait, Mariam? Qu'est-ce que tu as fait? Ouh là 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 là. Est-ce que vous avez le partage ou pas? Non, on a Toujours. toujours l'autre écran.
Alors là, c'est sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ben, on a le partage, mais en fait, au lieu d'avoir votre plein écran, on a votre PowerPoint. Donc, vous devez peut-être passer votre PowerPoint en plein écran avant, avec Ouais. une bonne page. Euh, ok, je vais réessayer une dernière fois. Sinon, je vous l'envoie par mail. Voilà. Et maintenant, Non, ça si, on l'a Si. pas en plein écran, mais on a le QR code. Donc ça doit fonctionner. on va y arriver. Il y a un Donc message voilà. d'Axel Merci. dans les... Il y a un message d'Axel dans les commentaires qui dit qu'elle ne sait pas lire les QR codes sur son ordinateur. Donc je pense que si tu peux peut-être envoyer par mail quand même, ce sera... Ok, ben on va faire ça comme ça. Je remercie à toutes les personnes qui ont participé à cet échange. Merci à Christelle et à Fatma pour ces bels échanges. Merci aux participants et participantes qui ont été là avec nous cet après-midi. Ben voilà, ça nous reste 2 minutes. Si jamais quelqu'un veut réagir. Sinon, merci à toutes et à tous et j'espère vous voir au prochain atelier qui est en septembre. Je vais juste revoir la date pour ne pas dire des bêtises quand en septembre, mais de toute façon, restez sur connecté à notre newsletter, que ce soit celui du GAMS ou des stratégies concertées. Voilà, donc le prochain atelier aura lieu le 23 septembre 2025 pour parler de l'une des conséquences des stratégies adoptées dont tu as parlé aujourd'hui avec une personne justement qui, on lui avait fait croire qu'elle n'avait pas subi, non, qu'on lui a fait croire qu'elle avait subi une excision et à la fois, et à un moment donné, on lui explique pendant une grossesse près de l'accouchement que non, elle n'est pas excisée, et donc elle est en soulagement, mais après l'accouchement et que la vulve redevient tout à fait normale, donc moins enflée, c'est ça qu'on dit? Hein? Moins gonflé. Moins gonflé, et on se rend compte qu'il y avait une incision, et c'est tout cet impact qu'il y a eu sur cette femme par rapport à cette situation. Donc voilà. Merci encore. Je ne sais pas lire le QR code. Donc là, il y a le lien qui a été mis dans le chat. Si vous pouvez, si vous êtes encore là et que vous pouvez l'utiliser, sinon on vous l'envoie par mail. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Et j'ai hâte de vous voir pour la prochaine fois. Merci à toi, Mariama. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Grand merci pour tout. Merci à vous.